Je me présente, je m'appelle Jean-Marie Donat. J'ai comme pratique artistique la collecte et la mise en musique de photos vernaculaires. La photo vernaculaire, c'est en gros, pour faire simple, toute la photo qui n'est pas artistique, journalistique. C'est de la photo où le photographe n'est pas mis en avant. On peut parler, par exemple, de photos de famille, alors que quand on parle des photos de Richard Avedon, on dit les photos de Richard Avedon. Voilà. Et la photo vernaculaire est quelque chose d'assez particulier, parce que même le terme est un peu, comment dire, controversé. Il y a certaines écoles où on parle de photos orphelines, de photos anonymes. Moi, j'aime bien le terme de photographie vernaculaire, parce qu'en fin de compte, c'est un peu l'auberge espagnole. On y amène son manger. C'est-à-dire qu'on nourrit le corpus, et on nourrit l'histoire. Pour faire simple, la photo, à mon sens, la photo vernaculaire se catalogue, ou en tout cas se définit en trois parties. La première, la photo domestique. La photo domestique, c'est la photo de famille, c'est la photo du père de famille, qui n'intéresse que le cercle familial, qui a souvent pas de but artistique, c'est on marque le moment, on marque le coup, l'anniversaire, la naissance du petit, les vacances à Palavas-les-Flots, voilà. Chaque famille a son album qui n'intéresse que la famille. Ça, c'est la photo domestique. On a après la photo utilitaire, qui peut être faite par des photographes professionnels, mais qui ne se mettent pas du tout en avant. Donc la photo peut être de la photo médicale. Par exemple, vos radios des poumons. La photo utilitaire aussi, ça peut être la photo du détective privé qui va suivre votre femme. Vous l'avez commanditée parce que vous pensez qu'elle a un amant. Bah, ça, c'est de la photo. Ça, c'est ce type de photo. Et la troisième catégorie, c'est ce que j'appelle la photo de proximité. Alors ça, c'est de la photo de professionnels, d'artisans photographes. C'est les petits photographes de quartier qui vont faire les photos de mariage, qui vont faire les photos d'identité, qui vont faire aussi les photos de communion. S'accrochent aussi les photographes de rue, ceux qui vont vous photographier pour essayer de vous vendre un tirage, la photographie de fêtes foraines. Voilà, tout ça, c'est de la photo de proximité. Donc, et ces trois catégories deviennent de la photo vernaculaire lorsque on utilise cette photo pour un autre usage que ce pourquoi elle a été faite. Voilà, dire qu'une photo de famille, ça reste une photo de famille quand elle est dans l'album. Quand moi, je l'utilise pour en faire autre chose, elle devient vernaculaire. Le vrai problème dans cette histoire-là, c'est que la photo vernaculaire, c'est très compliqué. C'est un terme qu'on prend, comme je dis, c'est un peu la boîte à chaussures, tu vois. Parce que la photo vernaculaire, en fin de compte, c'est de la photo, c'est la photo domestique, quoi, tu vois. C'est vraiment la photo qu'on ne nomme pas. Voilà. Et donc, il a bien fallu qu'on mette un nom sur la bête, mais c'est un terme un peu barbare, parce que ça, on rentre un peu au chausse-pied là-dedans. Moi, je ne travaille pas avec que des photos d'amateurs. Il y a des artisans, c'est des artisans photographes. En revanche, comme je le disais tout à l'heure, le photographe professionnel dont on parle des photos de Martine Parr, on parle des photos d'Henri Cartier-Bresson, tu vois, on met en avant l'œil et le prisme du photographe. Moi, la photo qui m'intéresse, c'est pas du tout celle-ci. Comment j'ai commencé ? Écoutez, je crois que j'ai toujours, c'est peut-être l'histoire de ma vie, j'ai toujours collecté, j'ai toujours gardé. Je pense que j'ai toujours eu la peur du vide.
Dès mon plus jeune âge, je collectionnais les capsules de soda, les bouteilles de soda, les étiquettes, les magazines de bande dessinée. J'ai toujours collecté, depuis toujours. Et je pense qu'au départ, ce qui m'intéressait c'était l'image elle-même, et surtout au départ, l'image imprimée, qui me plaisait réellement, tout simplement parce que mon métier, aujourd'hui, je suis directeur de création, mais au départ, j'étais graphiste. Et donc, et mon père étant imprimeur, j'ai souvent traîné à l'imprimerie. Et le point de trame, l'image imprimée, m'a toujours intéressé. Et donc, je faisais des scrapbooks où je découpais des coupures de journaux, des bouts de machin que je collais dans des cahiers, dans des classeurs, et pour me servir d'inspiration pour mes travaux futurs. C'est comme ça que j'ai commencé à collecter de l'image. Voilà. La photo d'amateur, la photo d'anonyme, écoute, je pense que ça vient du moment où je me suis intéressé à l'album de famille, l'album de famille de ma mère, l'album maternel, qui était son album avant son mariage avec mon père. Voilà, donc c'était une famille assez particulière. L'album est un album un peu schizophrène, tout simplement parce que du côté de sa mère, ma grand-mère maternelle, elle venait d'une famille aristocratique, descendante du général Lafayette, et mon grand-père, son père, lui était un petit charpentier issu du milieu ouvrier. Et donc c'était très particulier parce que dans cet album, on retrouvait des photos anciennes, des photos du début du siècle, des photos d'aristocrates, de gens aisés, bien habillés. Et un peu plus tard, il y avait les photos de mon grand-père qui, lui, était plutôt travailleur. Ses parents étaient des petites gens. Et tout ça se bousculait dans l'album. Et j'avais du mal un petit peu à comprendre ce qui se passait. Et donc cet album m'a toujours intrigué et m'a intrigué aussi pour une chose, c'est la première fois que je me suis posé la question de l'opérateur. C'est-à-dire que dans cet album, il y avait des photos de famille, on pouvait bien imaginer que c'était des gens de la famille qui avaient fait les photos, ou avant la guerre de 14, on voyait bien que c'était des photographes de studio qui photographiaient les familles, le père, la mère, les enfants, les photos de mariage. Voilà, comme c'était des gens qui avaient un peu d'argent, c'était des belles photos sur support cartonné. Mais après, bon, arrivent les petits appareils photo qu'on peut personnels. Et donc, mais il y a dans cet album ce que j'appelle des photos de proximité. C'est ces photos qui sont prises par des photographes de rue, des photographies de gens qui marchent, ma mère, ses copines, ses parents, mes grands-parents. Voilà, c'est des photos de boulevard. Ça s'appelle très exactement les photofilmeurs. C'était des photographes de rue qui photographiaient avec des caméras. Ils faisaient trois prises de vue en même temps. Et ça, il y en avait dans l'album. Il y avait aussi des phototirs. Les phototirs, c'est des photos de fêtes foraines où lorsqu'on est au stand de tir et qu'on tire dans le centre de la cible, ça vous prend en photo. Et là, il y avait des photos de tir, et je voyais bien que c'était pas les gens de ma famille qui avaient pris ces photos. Donc je trouvais ça très étonnant, ça me posait des questions. Voilà. Donc je pense que c'est à ce moment-là que je me suis intéressé à la photo. À cette photo de famille, à cette photo vernaculaire. Pour l'anecdote, c'était un très bel album qui avait un peu vécu, un peu abîmé. À un moment, ma mère m'a demandé de le récupérer, donc je lui ai rendu, bien sûr.
Moi, j'étais un petit peu à gauche, à droite, en vadrouille, à ce moment-là. Et ma sœur, hein, pour faire plaisir à ma mère, a pris cet album ancien, et l'a totalement démantelé, et l'a rangé dans des albums des années 70, 80, en plastique. Elle a tout mélangé, c'est devenu un genre de n'importe quoi. Et quand j'ai eu connaissance de ça, au décès de mes parents, et que j'ai récupéré ces albums où tout avait été mélangé, rassemblé n'importe comment dans des albums immondes, j'ai décidé d'atomiser cet album de famille dans mes collections de photos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis le seul, peut-être avec ma sœur, de pouvoir dire qui est mon père, ma grand-mère, ma sœur, mon frère, je n'ai pas de frère, ma mère, mon père, mes grands-parents, dans l'album récupéré, parce qu'il n'y a que moi qui sais qui est qui, et dans certains bouquins, des fois, il y a ma mère, je suis le seul à le savoir. Mon travail, ma pratique artistique est une pratique sérielle. Je pars du principe que lorsqu'on montre à voir une photographie ou deux où il se passe dans l'arrière-plan un petit gimmick, une petite aspérité, on peut imaginer que c'est une coïncidence. En revanche, quand sur 200 photos, on retrouve toujours le petit twist, toujours le même, là, ça devient un fait de société. Et mon travail, c'est d'aller chercher ces petits accidents pour raconter des faits de société. Moi, je suis pour les généralités. Moi, je fais des généralités. Voilà, c'est intéressant et je trouve que ça raconte bien. Je trouve qu'il est facile de raconter des petites histoires du XXe siècle en allant chercher dans la photo souvent ce que l'opérateur n'avait pas vu. Voilà. Hein. Je rapproche ça à un truc assez rigolo. Ça renvoie à... Je crois que c'est dans Dr No de James Bond. C'est 007 qui dit ça. Il dit voilà... Lorsqu'il arrive un événement, pour la première fois, on se dit, c'est étonnant, mais bon, c'est une coïncidence. Si cet événement se reproduit une deuxième fois, on se dit, il se passe quelque chose, et c'est peut-être un petit peu plus qu'une coïncidence. Et au bout de la troisième fois, c'est les Russes. Voilà. Donc ça, c'est dans James Bond. À partir du moment où la chose réintervient une troisième fois, nécessairement, il y a une intervention extérieure. Et je trouve ça assez marrant. Moi, ma manière de bosser, un peu moins maintenant, mais au départ, c'était vraiment ça. Lorsque je mettais un peu les mains dans le cambouis, sur un marché aux puces, dans un vide-grenier, où je tombais sur une photo où il se passait un petit truc, je l'imprimais, je trouvais ça intéressant, mais je la laissais dans la boîte. Pour moi, voilà, c'était pareil, c'était une première approche, une genre de mini-coïncidence, voilà, bon. Une petite aspérité du destin. Quand quelques mois, quelques années après, en fouillant toujours dans des boîtes, je retombais sur une photo où il y avait le même petit twist. Là, je me disais, tiens, c'est marrant, j'ai déjà vu une photo sur le même protocole il y a quelques années. Tiens, c'est marrant, c'est la deuxième. Mais je l'achetais toujours pas. Voilà. Et quand, quelques temps plus tard, je retombais sur une troisième photo où il y avait toujours ce petit accro, ce petit twist, là je me disais, non, il y a vraiment quelque chose qui se passe, et je commençais une série. Et en fin de compte, la série, avec du recul, je pense que je la mettais en place dans l'espoir de retrouver les deux premières photos que je n'avais pas achetées.
Voilà. Donc ça me rappelle ce truc par rapport à James Bond. Donc oui, la photo vernaculaire, moi, elle m'intéresse parce que l'opérateur n'est souvent pas du tout au courant que quelques dizaines d'années plus tard, une personne allait s'intéresser à un arrière-plan que lui-même n'avait pas vu. J'ai le bonheur de collectionner, de tomber sur une belle pièce, de pouvoir voir avant tout le monde ou vraiment être le seul à remarquer des choses que personne n'a vues. Ça m'intéresse, de découvrir des petites histoires du quotidien. Ça me plaît bien. La frustration, j'en ai pas tout simplement pour quelque chose de tout bête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dois avoir 40 000 photos à peu près aux alentours, entre 40, je ne sais pas trop exactement. Mais je pense que si demain tout disparaissait, j'en serais peiné quelques semaines, mais très vite j'oublierais. Et en ça, me vient toujours à l'esprit, et ça m'a beaucoup marqué, c'était mon beau-père de l'époque, un vieux monsieur qui est mort à 103 ans, et qui m'a toujours dit, tu sais Jean-Marie, dans la vie, il faut voyager léger. Donc, il me dit, j'ai tellement vu de gens mourir sur les routes pour un matelas au moment de l'Exode, que vraiment, si tu dois partir de chez toi, mets le principal dans tes poches et pars. Donc, j'ai pas de frustration. C'est-à-dire qu'une photo que j'ai pas achetée, une photo que j'ai pas trouvée, une photo qui m'est passée sous le nez, ça va me prendre la tête 5 minutes, mais très vite j'oublie, quoi. Et d'ailleurs, je peux me séparer très facilement de choses auxquelles je tiens sur un coup de tête. Donc franchement, la frustration, je la sens pas. Le domaine de l'intime, ce qui me touche dans cette photo, surtout plus que le fait de rentrer dans une famille, rentrer dans une intimité de personnes qui n'ont rien demandé en fin de compte, c'est plutôt ce que j'aime, c'est que c'est de la photo sans filtre, sans prisme du photographe. C'est-à-dire que quand je m'intéresse à une photo de famille, c'est une photo preuve. Il y a très peu de photographes qui ont, comment dire, des velléités artistiques. C'est-à-dire que la photo est plutôt une trace. On laisse une trace par la photo et c'est ce qui m'intéresse dans cette photo. Après, évidemment, c'est un copain qui s'appelle Richard Morgiev qui me disait toi, tes photos, elles sentent la mort. C'est-à-dire que toutes les photos que j'ai, nécessairement, à quelques exceptions près, les gens qui sont dessus, les animaux qui sont dessus sont morts. Voilà. La mort est passée par là, et les seules traces qui restent, c'est ces petites photos. Mais j'ai pas l'impression de rentrer dans l'intimité des gens quand je m'intéresse à leurs photos. En revanche, je suis très respectueux des dernières volontés des gens. C'est-à-dire que les photos que j'achète ou que je trouve, ce sont des photos qui m'ont été proposées. C'est-à-dire que les albums que j'achète, souvent c'est la famille qui les vend, ou les petits-enfants, ou les arrière-petits-enfants qui s'en séparent. En revanche, si je me rends compte qu'il y a dans une poubelle des photos déchirées, je ne vais pas aller dans la poubelle récupérer les photos déchirées pour essayer de les reconstituer. Je pense que la personne qui les a achetées ne voulait pas qu'on en fasse quoi que ce soit, donc je respecte ce choix et je ne vais pas voir ce que ça raconte. Voilà, donc ça, je préserve ça. Après, oui, la photo de l'intime, c'est pas... comme je le disais tout à l'heure, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce qu'on voit en arrière-plan.
Donc, je suis pas dans la nostalgie, j'essaye pas de trouver, raconter des histoires personnelles. Alors après, des fois, il y a des séries nécessairement qui vont raconter des choses étonnantes sur l'intime. Là, je viens de rentrer une série assez étonnante de photomarcheurs dont je parlais tout à l'heure, c'est les photofilmeurs, c'est ces photos faites par des photographes de rue professionnels qui photographient des marcheurs, des passants, et ils leur donnent un petit ticket, et si vous voulez la photo, vous allez à la boutique et vous achetez votre cliché. Bon, il y en a eu partout, c'est un grand classique de la photo vernaculaire, il y en a eu partout dans le monde, et là c'est une série marseillaise, donc c'est un couple qui descend la Canebière, et je dois avoir, je suis tombé sur, je sais pas, 300 photos de ce couple qui descend la Canebière, jeune, plus vieux, elle seule, lui seul des fois. Je ne connais pas leur histoire, mais ça serait marrant d'aller chercher un peu le pourquoi du comment, d'en avoir autant. Ouais, voilà. Donc ça, c'est sûr que l'intimité rentre dans ce choix sériel. Voilà. Des fois, ça se recoupe. Par rapport à ma manière de travailler et les choix que je fais quant aux séries que je développe et que je peux montrer. Donc tout ça est pas mal à géométrie variable, c'est-à-dire que il peut y avoir des séries sociales où la photo va raconter un fait de société, et là je fais le sociologue de comptoir un peu, et j'essaye de tirer le fil sur un petit événement ou quelque chose qui renvoie à une histoire sociale. Par exemple, j'ai une série qui découle des photos filmeurs, des photos marcheurs. Ces braves photographes avaient trouvé une très bonne idée pour être sûrs de retrouver les personnes qu'ils avaient photographiées. Ils faisaient les sorties d'usine ou les sorties d'atelier. Donc là, il est certain que le bonhomme qui a été photographié le lundi, à la sortie de son boulot, on le retrouvait le mercredi, il était là. Donc voilà, c'était une facilité pour l'opérateur de retrouver ces modèles. Voilà. Mais quand on regarde 200, 300 photos de sortie d'usine, bah, ça raconte pas mal de choses. On se rend compte que dans les ateliers, il y avait autant de femmes que d'hommes, par exemple. Voilà. Donc j'ai cette approche sociétale sur ce type de photos. Politique, souvent aussi. Je trouve que ces photos en disent beaucoup sur les grandes faits de société, les grands faits politiques, les grands faits historiques. Et j'ai des séries qui, effectivement, mettent le doigt, souvent là où ça fait mal, sur l'histoire politique de notre pays, on va dire, enfin notre pays, du monde au XXe siècle. Ça, c'est sûr. Et puis après, il y a alors des choix esthétiques. Je n'en ai pas. Je pense pas, parce que mes séries, il n'y a pas de critères esthétiques. Voilà, ça peut être des photos de 1900, des photos de 1950, des photos de 1980. Elles peuvent être floues, sous-ex, mal cadrées. Ça n'a pas d'importance pour moi, à partir du moment où elles racontent quelque chose. En revanche, j'ai une pratique totalement personnelle sur des choses qui m'intéressent, où la seule chose qui rentre en ligne de compte, c'est le plaisir que j'ai à préparer la série. Par exemple, j'ai une série qui s'appelle Rorschach, comme les tests de Rorschach. Tests de Rorschach, c'est les taches d'encre qu'on plie, qu'on rouvre, et ça peut faire des papillons, des trucs qu'on demande à l'intéressé à quoi ça ressemble, et à partir de ça, on voit s'il est bien portant ou s'il est schizophrène, par exemple. Voilà. Donc, et moi, j'ai fait des recherches. Je me suis rendu compte qu'en collectant des plans, enfin des montagnes se reflétant dans des plans d'eau, dans des lacs, en les verticalisant, on faisait des tests de Rorschach, des genres de totems,
Et donc ça, je trouvais ça intéressant. Donc j'ai verticalisé des photos de paysages qui se reflétaient dans des plans d'eau pour en faire des Rorschach, des totems. Voilà, donc c'est un geste artistique qui renvoie ni à une pratique politique ou sociétale. Voilà. Si tu pars en Chine, sur les brocantes, sur les vides-greniers, tu pars sans aucun a priori et surtout sans but de recherche. Et en fin de compte, là où tu prends un réel plaisir, c'est quand tu trouves ce que tu ne cherches pas. Voilà. Donc ça, c'est vrai, ça fait partie, c'est 50% du plaisir. C'est-à-dire que tu te promènes, tu trouves un truc, et parce que tu as trouvé un objet, par exemple une photo ou un magazine, tu te dis, mais oui, il y a quelque chose à faire, il y a une thématique auquel je n'avais pas pensé, et tu commences à réfléchir et à acheter des choses auxquelles tu ne prêtais pas attention à un certain moment. Donc effectivement, à chaque fois que tu pars avec des envies très précises, tu es toujours déçu. À partir du moment où tu pars sans a priori et en essayant d'être curieux et de prendre le temps et de bien regarder, de bien voir ce qu'on te propose, et si tu trouves à ce moment-là, ben là, c'est parfait. J'ai un exemple d'une passion qui m'est venue au marché d'Aligre. Le marché d'Aligre, c'est un marché du 12e arrondissement à Paris, à côté de la place de la Bastille. C'est un marché assez étonnant. C'est un marché, il y a une petite brocante, un marché aux légumes, une petite brocante. Et la particularité du marché d'Aligre, c'est qu'il est ouvert 6 jours sur 7. Et la brocante est ouverte, pareil, 6 jours sur 7. Et je dis une brocante, c'est un bien grand mot. C'est plutôt c'est le loupen prolétariat de la brocante. C'est-à-dire que c'est des étals où les personnes mettent tout ce qu'ils ont un peu récupéré en semaine. Et donc, pour des prix de 1 à 2 euros, sur ces étals, vous pouvez trouver un peu de vaisselle, des pareillés, quelques bouquins, quelques ustensiles, quelques bibelots. Enfin, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Et c'est ce que je trouve intéressant. Et il y a quand même beaucoup de bouquins. Voilà. Et donc, en fin de compte, je me suis rendu compte, en regardant, moi je suis éditeur, hein, donc c'est vrai que j'ai une appétence pour les livres, et en feuilletant tous ces livres, tu te rends compte qu'effectivement il y a une production pléthorique de bouquins qui ne servent à rien, strictement à rien, et il y en a des étals entiers, des bibliothèques entières, et moi je me suis intéressé aux livres de régime. Voilà. Je trouve ça très intéressant parce que c'est un puits sans fond. Et donc, sur ces étals, sur ces bibliothèques horizontales, tu trouves vraiment des trucs très marrants. J'ai trouvé un bouquin qui s'appelle Maigrir en dormant, par exemple. Maigrir avec les basses calories. Maigrir avec les hautes calories. Maigrir en mangeant des pâtes. Maigrir en mangeant tout ce que vous voulez, à volonté. Enfin, voilà, des trucs complètement... maigrir par le vin. Et donc, ça y est, j'ai commencé, je dois avoir 200-300 bouquins. Alors, t'as le régime Miami, le régime New York, le régime... voilà, t'as tous les grands... Jean-Claude Bourret a fait son livre, Rick Azaray a fait le sien, Demis Roussos. Donc chacun a fait son équilibre, et j'ai tout un truc autour de ça, et c'est quand même très drôle, très drôle, voilà. Et donc c'est en baladant, en tombant sur mon premier bouquin de cuisine, pas de cuisine, excusez-moi, de régime, que j'ai commencé cette série, voilà, auquel je pensais pas du tout. Là, tu verras, il y a des trucs, oh putain, c'est chaud quoi.
L'image sans qualité est pour moi très intéressante parce que c'est une image mise à nu. Il n'y a pas d'artifice, tu comprends? Et c'est une image de trace, une image de preuve, de j'étais là, à ce moment-là, et voilà ce que j'ai fait. Et voilà, donc ça c'est intéressant. L'image pauvre, aujourd'hui quand j'y pense, je trouve qu'il y a des images de grands photographes qui pour moi sont des images pauvres, des images qui ne m'intéressent pas. Je suis désolé, mais je trouve que Salgado c'est des images pauvres, ça ne raconte rien, enfin moi ça ne m'intéresse pas. C'est clinquant, c'est du tape à l'œil, ça n'apporte rien. Pour moi, c'est plutôt ça l'image pauvre. L'image qui m'intéresse, c'est plutôt l'image sans qualité, esthétique. Enfin, voilà, c'est une image brute, c'est une image manifeste. Voilà. Éric Kessel, d'abord, c'est un ami proche, quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son travail, c'est quelqu'un de smart, d'intelligent, drôle, il a beaucoup de qualités, et surtout, c'est quelqu'un qui m'a ouvert les yeux. Moi je collecte depuis que j'ai l'âge de 20 ans à peu près, j'en ai aujourd'hui plus de 60, et en fin de compte j'ai commencé à montrer mon travail il y a une petite dizaine d'années. C'est-à-dire que jusqu'à 50 ans, j'étais dans mon bureau à mettre des photos dans des boîtes, sans me poser la question de savoir ce que j'allais en faire, pensant que réellement, j'étais le seul à m'intéresser à ce genre de trucs. Je me disais, il y en a qui s'adonnent aux alcools forts, il y en a qui font du jardinage. Moi, mon truc, pour me calmer, c'est de mettre des photos dans des boîtes. Voilà. Et en tant qu'éditeur, j'avais bien des idées de lire, mais je disais, mais ça n'intéresse personne à part moi. Et un jour, je m'en souviendrai vraiment toujours. D'ailleurs, j'étais obligé de m'asseoir parce que j'étais à la librairie de Beaubourg, du centre Pompidou. Je feuillette les bouquins et là, je tombe sur le premier volume, la première parution de Useful Photography. C'est Éric Kessel qui avait sorti ça, et il en a sorti plein par la suite. Et quand je suis tombé sur ce bouquin, où ce n'était que de la photo de catalogue, de la photo vernaculaire, de la photo de brochure, tout ça un peu mélangé. Et là, il a fallu que je m'assoie parce que c'était exactement ce que je voulais faire. Et quand j'ai vu ça, ça m'a totalement sidéré. Il y avait eu avant lui, mais lui, il avait un statut d'artiste un peu conceptuel, même carrément, c'était Hans Peter Friedman. Voilà, donc ça, j'aimais beaucoup ce boulot, mais il y avait cette aura de l'artiste ou Boltanski. Voilà, mais pour moi, c'était des artistes, il y avait une pratique artistique. Kessel, en tout cas, quand je tombe sur ce bouquin-là, je vois pas la pratique artistique, c'est seulement un travail éditorial. On met en forme de la photo de peu en valeur dans un beau livre sur du papier glacé. Et là, ça m'a totalement coupé la chic, comme on dit. Je me souviens, je me pose, après je me dis, c'est dingue. Et là, ça a commencé vraiment à m'interroger. Et je me suis dit qu'il y avait sans doute des personnes qui s'intéressaient à ce type de matériel, et que c'était intéressant à un moment peut-être d'aller vers eux et de les rencontrer. C'est un passionné, le mec il est complètement passionné, je me souviendrai toujours, c'était l'année dernière, on était invité à un petit festival en Italie, du côté de Modena, de Modène, un petit village, Gouffo, Gouffo c'est le nom du festival, et lui était invité là, et il exposait dans la cave, c'était un petit château, un peu laissé à l'abandon. Dans la cave, il exposait un travail sur une série de photos qui est assez marrant, c'est-à-dire que c'est une femme qui se marie à la mairie, mais quand tu regardes des photos du mariage et les photos de la vie juste après le mariage, c'est pas le même homme. Elle se marie avec un bonhomme et puis dans la vie de tous les jours, elle vit avec un autre. Et en fin de compte, l'histoire, c'est que ce mari
c'est un mariage, comment dire, qui a été fait, ça se faisait c'est dans les pays d'Europe de l'Est, c'est quand le mari était trop loin pour se marier, c'est un peu comme une procuration quand tu vas à la poste. Il avait donné la procuration à un de ses proches pour se marier à sa place. Et donc, il avait tout un travail de trucs. Donc, il avait fait la robe de mariée et tout le truc. C'était incroyable. Et viens voir, Jean-Marie, viens voir, faut que je te montre un truc. Et tu rentres dans la salle et là, t'entends un genre de son d'orgue. Un peu flippant comme ça. Et puis, il m'emmène derrière. Puis, il y a un synthé. Et je regarde le synthé. Il avait bloqué 2-3 touches du piano avec des sous-bocs de bière. Pour bloquer et ça faisait un son. Et là, il était tellement heureux de son invention qu'il a fallu qu'il me traîne derrière pour me montrer qu'il avait trouvé des... Voilà, c'est un enfant, et puis c'est un malin, quoi. C'est un malin, il sait utiliser le médium, il n'y a pas de problème, quoi. Ouais. Et il est prolixe, hein, il est prolifique. Hein. Et son principal médium, c'est le bouquin. Et il fait des trucs... à chaque fois, il m'étonne. Faut que tu achètes Man. Ah, Man, elle est ouf. Pour moi, c'est le livre. L'œuvre, c'est le livre. C'est pas des photos. Man. Je l'ai là, c'est un gros bouquin. C'est un homme, toujours, c'est pas toujours le même, hein. C'est des photos où tu as un homme qui est toujours entouré de 2 femmes. Tu vois ? Un homme entouré de 2 femmes, c'est super. Et donc, il a fait un bouquin sur des doubles pages. L'homme tombe dans le pli du bouquin. C'est-à-dire que quand tu ouvres le bouquin, l'homme disparaît. Et c'est merveilleux, quoi. Il fait disparaître le bonhomme par le livre. Et l'idée est géniale, et donc c'est un énorme bottin. C'est un vrai bonheur, quoi. Moi qui suis intéressé par la quantité et la série, bah là c'est certain que j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis éditeur et je suis packageur éditorial. En gros, je conçois, je réalise et je fabrique des livres clés en main pour les éditeurs. Voilà. Donc ça c'est mon truc. Et ce métier-là me permet de faire vivre ma danseuse, c'est-à-dire ma pratique artistique et ma petite maison d'édition Innocence. Voilà. J'ai un souci qui n'en est pas vraiment un, mais je suis hypermnésique au niveau de l'image. C'est-à-dire que je n'oublie jamais une image que j'ai vue. Un visage, j'ai pas du tout la notion des noms et des prénoms, mais en revanche, je n'oublie jamais une image que j'ai vue. Soit je te parlais tout à l'heure le lundi, je vois une image, 6 ans après, j'en vois une autre, je me souviendrai toujours de celle que j'ai vue. Et en fin de compte, dans mon travail de directeur de création, c'est important parce que quand je suis en recherche de création, pour faire une mise en page de livre, une couverture, j'ai toujours en tête des images qui me reviennent. Des mises en page, des principes, des choses que j'ai vues et qui m'ont marqué ou qui ne m'ont pas nécessairement marqué, mais qui peuvent rentrer dans le processus de création. Voilà. Donc je pense que le rapport entre mon métier aujourd'hui, bon, il y a aussi plein de côtés techniques qui n'ont rien à voir avec la pratique de collection et le travail que je fais autour de la photo vernaculaire. Mais oui, j'ai un métier d'image. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'image. Et l'un découle de l'autre. Si aujourd'hui j'ai cette maison d'édition, c'est sans doute parce que mon père était imprimeur, il imprimait des livres, c'est ça. Moi je me souviens qu'il ramenait à la maison tous les Henri Verdier, c'était mon père qui les imprimait. Voilà, donc j'ai été bercé dans le livre, ça c'est sûr, et dans le livre d'images, surtout. Donc, des chiens font pas des chats, hein, comme dirait l'autre.
Donc mon métier et ma passion, c'est un petit peu, enfin c'est un tout. Je passe beaucoup de temps à mettre les mains dans des cartons à bananes sur les marchés de brocante, marché aux puces. Enfin, j'achète aussi en salle des ventes, hein, mais plus souvent sur les étages ou dans les marchés. Donc il y a des cartons remplis de photos et je passe mon temps à les regarder. Une chose qui est importante, c'est que je n'achète jamais du vrac. J'achète jamais à l'eau sans l'avoir bien regardé et savoir ce qu'il y a dedans. Je ne vais pas acheter un carton, je ne vais pas acheter de la photo au poids et rentrer chez moi pour faire le tri. Je fais le tri sur place, donc je peux passer beaucoup de temps dans un carton, voir s'il y a des choses qui m'intéressent. Alors après, avec le temps, je crois que j'ai acquéri quand même un œil, et des fois, je me rends vraiment compte, lorsque c'est le carton d'une même famille, que le photographe était quand même un sacré cochon, hein, quelqu'un qui travaillait très mal. Il y a vraiment des fois des photographes, franchement, on n'en sort rien de bon. Parce que vraiment, d'abord les thématiques photographiées, c'est souvent pas grand-chose, et puis les images elles-mêmes, franchement, ne sont pas très intéressantes. Mais bon, et donc je me retrouve au marché d'Aligre, en train de regarder un gros carton à bananes rempli de photos. Donc souvent, comment ça se passe? Tu as ton carton à bananes, plein de monde vide, et tu regardes les photos une par une, comme ça, crac, 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 et puis tu remplis le carton vide. Et là, je suis en train de regarder un gros carton, et puis je me rends compte qu'effectivement, le photographe, c'était pas une épée. Il n'y a vraiment rien d'intéressant. Mais il y a beaucoup de photos, et donc je pense que je vais rester à peu près 1 heure à éplucher ce carton, et puis vraiment, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien du tout. J'arrive même pas à mettre une photo de côté, un bout de machin, rien du tout. Et je fais mon carton, je fais mon carton, je fais mon carton. Et puis bon, le carton se vide, et puis à la fin, il n'y a plus rien. Et à la fin du carton, quand toutes les photos, il reste une carte à jouer, une carte de tarot, il reste une carte, mais à l'envers. Et donc, je trouve ça marrant, étonnant. Et je prends la carte à jouer, et je la retourne, et je tombe là-dessus. La mort. Alors sur le coup, ça m'a acheté un froid quand même. Après avoir maté tout le carton à banane, je tombe là-dessus. Alors il paraît que ça peut porter bonheur dans le jeu de tarot, mais sur le coup, tu dis, bah tiens, c'est un peu particulier. Et donc, assez souvent, toute proportion gardée, souvent, en se promenant, il s'avère que des fois, j'arrive et il y a des cartes à jouer par terre. Et donc, je m'arrête pour les ramasser que si elles sont à l'envers, suite à cette histoire-là. Je me dis, il y a peut-être quelque chose. Et il y a quelques temps de ça, il n'y a pas si longtemps que ça, toujours en allant au marché d'Aligre, je tombe sur, pareil, il y avait 3-4 cartes qui étaient pareilles, et donc je tombe sur une carte de Uno. Voilà, une carte de Uno qui est celle-là, voilà, Uno. Et quand je la retourne, il y a ça. Le chiffre de la bête. 666. Donc ça aussi, c'est un genre de signe un peu particulier. Peut-être que je suis maudit, je ne sais pas. Et toujours en me baladant, je tombe sur une autre carte, une carte à jouer, des billes. Donc je la prends, je la retourne, et puis c'est un roi de cœur. Mais tu te rends compte qu'au milieu du roi de cœur, il y a un mec qui a collé sa photo. Voilà. Il s'est mis en roi de cœur, et c'était par terre, et je tombe là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est mes petites anecdotes de photos trouvées dans la rue. Petite histoire sans queue ni tête. Je vais vous parler des petits carrés Kodak, les Kodak Color, c'est des petites photos qu'on connaît tous, hein, c'est des petits carrés comme ça. On a commencé à en faire, je dirais, aux États-Unis à la fin des années 50, je pense, et ça perdure jusque dans les années 80. Donc c'est un petit format. C'était les petites pellicules de prédilection du père de famille. On achetait des petites pellicules. Il y avait quoi? Il y avait du 12 poses, du 24 poses et du 36 poses. Voilà. Hein. Et donc on avait des petits carrés. Voilà, on faisait des petites photos. On amenait ça chez
le petit photographe de quartier, et qui faisait développer chez Kodak ces petits carrés color. Voilà. Donc, je discutais de ça il y a quelques années de cela à Arles avec Clément Chéroux, qui avait fait une exposition très intéressante sur le voyage du frère Kennedy qui s'était fait tuer, qui partait de New York en train, enfin le cercueil partait de New York en train vers Washington, et il y avait un photographe professionnel qui était mandaté pour photographier, faire un reportage photo sur ce voyage. Un livre est sorti qui est génial. Comme je vous disais tout à l'heure, je me souviens des photos, je me souviens jamais des noms, donc j'ai plus du tout en tête le nom du photographe, et c'est un truc très connu. Et Clément a eu la très bonne idée, en regardant l'ensemble des photos de cet homme, en fin de compte, cet homme s'est rendu compte que tout le long du convoi, en train, le train roulait lentement, et tout au bord de la voie, il y avait des gens qui étaient là, qui saluaient, qui rendaient hommage au frère Kennedy. Et il y avait des gens avec des appareils photo, des gens avec des caméscopes, enfin des gens qui filmaient. Et il s'est dit, bah, si on a des photos de ce photographe sur l'extérieur, avec des photos de ces personnes qui rendent hommage, il est certain que bah, ces personnes ont des photos du train. Et donc, avec un Américain, ils ont retracé le voyage du train et ils ont fait un appel à témoins, on va dire, un peu partout sur le long de la ligne. Et il y a des gens qui ont répondu, qui ont prêté des photos. Et donc des petits carrés couleurs. Et on discutait de ça avec Clément. On regardait les petits carrés, puis on se disait, mais c'est marrant, il y a quand même un truc qui est assez drôle. Bon, nous, on connaissait l'histoire, mais on se dit, tu vois, que ce soit ça, l'enterrement de Kennedy, ou le premier pas sur la Lune, qui est souvent documenté avec ce genre de petites photos. Hein, pour le premier pas sur la Lune, c'est on photographiait son écran de télé. D'accord, donc on a marché sur la Lune, c'est juillet 69, si je dis pas de bêtises, ça doit être un truc comme ça, voilà, juillet 69. Mais quand on regarde les petits carrés couleurs de l'époque, on se rend compte que sur le bord, juste là, il y a la date. Mais c'est pas la date de prise de vue, c'est la date du développement. Et on se rend compte quand même que pour beaucoup, sur toutes les photos petits carrés couleurs, en tout cas aux États-Unis, bah on était souvent en janvier, au mois de janvier, alors que l'événement avait eu lieu 6 mois avant. Par exemple, pour le premier pas sur la Lune, fin juillet 69, on avait les petits tirages en janvier 70. Voilà. Et tout simplement, en discutant avec Clément, la réponse est simple. C'est-à-dire qu'à la différence d'aujourd'hui, avec nos téléphones portables, on va prendre 50 photos dans la journée sans se poser de questions. À l'époque, quand même, on avait la notion de la rareté de la photo et du fait que ça valait cher pour le développer. Et souvent, on achetait une pellicule et on la finissait à Noël. Et donc, on donnait la pellicule à développer en janvier. Et donc, c'est pour ça qu'il y a énormément de photos, même sur des événements historiques importants, qui sont datés du mois de janvier, alors qu'elles ont été faites bien avant. Voilà, petit détail rigolo. Alors, une petite anecdote encore sur la photo. Là, on n'est plus dans la photo de proximité. C'est une anecdote qui est racontée par Ange Bastiani. Ange Bastiani, c'est un écrivain des années 50, qui a écrit pas mal de polars, mais il a aussi fait des bouquins, Le Paris secret, la Côte d'Azur mystérieuse, les bas-fonds de Paris. C'est plein de petites histoires de journalistes qui se promènent dans le Paris interlope des années 50 à Pigalle et tout. Et donc il y a toujours des histoires assez rigolotes. Et il y en a une qui raconte, c'est assez marrant. Place Saint-Sulpice, et ça existe encore d'ailleurs, il y a des boutiques de matériel liturgique,
d'images pieuses, d'images Saint-Sulpiciennes, hein, ça vient de là. Voilà, des descentes de la croix, des piétas, Marie-Madeleine et j'en passe. Voilà. Donc, et il y avait une petite échoppe d'images pieuses, place Saint-Sulpice, qui réalisait en arrière-boutique les descentes de croix, les noces de Cana, la Sainte Seine. Donc il passait des petites annonces, il recrutait des Jésus à la petite semaine, des Marie, des Judas, et puis voilà, il mettait tout ça en scène, et donc il faisait des photos qui après étaient vendues dans la boutique. Voilà. Mais la chose qui est drôle, c'est qu'une fois que toutes ces photos étaient prises, il en profitait pour demander aux acteurs si ça les intéressait de faire quelques photos olé olé. Pour rester correct. Et donc, moi, ma recherche aujourd'hui, ça serait de trouver une descente de la croix avec un Jésus qui émarge en tant que figurant, et le même Jésus se retrouveront sur une photo osée, prise par le même photographe au même moment. Voilà. Donc, le Jésus multicarte m'intéresse, mais je n'ai pas encore trouvé les deux photos, mais je m'y attelle. Voilà. Il y a quelques années de ça, je vais visiter porte de Champéret mon ami Christophe Bière qui travaille avec son ami belge à vendre des livres à un salon des vieux papiers. Voilà, donc je le visite, c'était très sympa, il était là. Et puis en face de lui, il y avait un vendeur qui avait déballé pas mal de trucs assez disparates. Et donc on était là à rigoler, à regarder, et on tombe, en regardant ce qu'avait le voisin, sur un carton ouvert, hein, je tiens à le préciser, mais sur lequel il était marqué « Surtout, ne pas ouvrir, à brûler à ma mort ». Qu'est-ce qu'on fait? On l'ouvre, bien sûr, et on regarde un petit peu ce qu'il y a dedans, par pure curiosité. Et en fin de compte, c'était les photos d'un couple qui s'adonnait à des pratiques sexuelles que la bien-pensance réprouve. Voilà, et c'était assez marrant. Voilà, donc c'était une petite anecdote, mais c'est surtout ce faux message. Surtout ne pas ouvrir, à brûler à ma mort. Il était certain qu'avec un message comme celui-ci sur le carton, la première chose que la première personne a faite en trouvant le carton, c'est de l'ouvrir et de regarder ce qu'il y avait dedans, bien sûr. Voilà, donc j'aimais bien ce genre d'oxymore un peu rigolo, quoi. C'est cette invitation cachée à découvrir les fantasmes de ce couple. Une histoire qui me tient à cœur parce que c'est un mystère résolu aujourd'hui, mais qui m'a travaillé pendant, je dirais, plus de 30 ans. Donc je suis dépositaire de l'album de famille, de l'album familial, et en feuilletant cet album, je tombe sur une photo, qui est celle-ci, voilà. Je ne sais pas si vous la voyez bien, c'est cette photo. C'est ma mère, au lit, en train de lire un livre, une série noire. Voilà. Première époque, voilà. Hein, si vous la voyez bien. Et cette photo m'interpelle parce que je connais ma mère. Et ma mère, c'était pas quelqu'un de... comment dire, de drôle. Elle faisait pas de blagues, voilà. Et donc, quand je vois cette photo, je me rends compte qu'elle tient le livre à l'envers. Donc, elle lit une série noire en tenant le livre à l'envers.
c'est une photo qu'a pris mon père. Donc ça, je sais que mon père, lui, était un peu plus facétieux. Je vous raconterai une autre histoire tout à l'heure, un peu plus facétieux. Donc, mon père a pris cette photo parce qu'effectivement, ma mère tenait ce livre à l'envers. Mais moi, je me suis toujours posé la question, mais pourquoi ma mère tenait ce livre à l'envers? C'est peut-être mon père qui lui a demandé de tenir ce livre à l'envers parce que c'était drôle, voilà, faire semblant de lire un bouquin et de ne pas le tenir à l'endroit. Bon. Et donc, j'ai toujours regardé cette photo-là. Voilà, et à chaque fois, je me posais la question. Et au décès de ma mère, donc, je récupère plein de choses de la maison, dont sa petite bibliothèque. Voilà. Et donc, je change les bouquins, j'arrive chez moi, je déballe les bouquins, et je tombe sur cette série noire, c'est Eva, de James Hadley Chase. Voilà, c'est un polar. Et je tombe sur le bouquin, Eva, voilà, qui est là. Donc super, je suis très content. Je dis, ah bah c'est le bouquin de ma mère qu'elle lisait. Voilà, et je vais pour le ranger, mais au dernier moment, je l'ouvre quand même pour voir dedans. Et en fin de compte, le bouquin, il est broché à l'envers, tout simplement. Donc voilà, c'était pas une facétie de ma mère, elle lisait son bouquin, il avait été broché à l'envers, donc elle le lisait à l'envers. Voilà. Et ça m'a taraudé l'esprit pendant une trentaine d'années. Et pour parler de mon père qui était facétieux, toujours avec une histoire de photo, voilà, donc à chaque fois que, et ça je m'en souviens, c'était drôle, qu'on était invité chez des gens, ou pas vraiment des gens proches, mais des gens de la famille, un peu comme ça. Le grand truc de mon père, c'était de prendre à part une personne en disant est-ce que tu voudrais voir, tu veux que je te montre une photo de ma femme nue? Alors les gens étaient très... On se connaît à peine, c'est très bizarre. Comme demande, c'est assez bizarre quand même. Mais bon, il y a quand même toujours ce petit côté un peu libidineux. Il disait, bah écoutez, ouais, pourquoi pas. Et mon père sortait une photo de ma mère à, je sais pas, à 1 an, allongée sur une petite pote bête comme à l'époque, les fesses à l'air. C'était la photo de ma mère quand elle était bébé, tout bébé. C'était moi la photo qui montrait aux gens. Voilà. Petite histoire un peu débile, mais assez rigolote. Voilà. Voilà, donc ça c'est une série qui me plaît assez parce que au premier regard, on ne voit que des cartes postales de bouquets de fleurs. Voilà, donc c'est des petits bouquets de fleurs dessinés, la plupart du temps, peut-être des fois quelques petites photos. Voilà, donc on a des œillets, on a des tulipes, on a des pivoines, voilà, tiens, ça c'est, voilà. On a même des trèfles à 4 feuilles. Donc ça, c'est, voilà, c'est dites-le avec des fleurs. Donc c'est vraiment de la petite carte postale qu'on envoyait comme ça, tranquillement. Et moi, ce qui m'a intéressé dans ces cartes postales, c'est pas le recto, hein, parce que c'est vraiment des images qu'on ne regarde pas, qu'on oublie en tout cas, lorsqu'on est sur les brocantes. Mais moi, c'est ce qu'on voit en 4e. Enfin, au verso de l'image, voilà, hop, voilà, hop, comme ça peut-être, voilà. Si vous les voyez, vous devez comprendre. Voilà, c'est des cartes postales où on a derrière des timbres du Troisième Reich avec Adolf Hitler. Voilà, c'est-à-dire que ça renvoie vraiment à la vie de tous les jours, dans des moments difficiles, où on envoyait quand même des petites cartes postales avec des fleurs. Et je trouve que, voilà, cette série est assez émouvante, je trouve. Alors ça, c'est une petite série de chiens en plâtre, auxquels je tiens beaucoup. C'est des chiens qui viennent du Portugal. C'est des trophées de fêtes foraines, de centres de tir, de tombola. On gagnait ces petits chiens en plâtre comme lot. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est des fabrications artisanales, mais avec une production quand même un peu industrielle. C'est-à-dire que les personnes qui s'amusaient à peindre
enfin c'est un musée qui était payé pour peindre ces petits chiens, avait un automatisme et à la fin, il peignait ça de manière totalement psychédélique et surréaliste. Si vous regardez bien, il y a des chiens avec des traces oranges un peu n'importe où, et surtout il y en a certains dont on n'a pas les dents sur les langues. Voilà. Donc c'est assez marrant. Donc j'ai trouvé ça au Portugal, mais l'histoire est assez marrante, assez drôle. Aujourd'hui, on en trouve pas mal, enfin on en trouve. Il en existe en France, c'est ce qu'on appelle des chiens de concierge. À Paris, les gardiens, les concierges étaient souvent portugais, et bah, c'était des petits trophées qu'ils ramenaient du Portugal, et moi j'en ai vu déjà dans certaines loges tout au long de mes pérégrinations parisiennes, de tomber sur ces chiens-là, et j'ai eu la chance d'en trouver au Portugal. Il y en a certains qui mettent la patte sur un coq, d'autres sur un lapin, il y en a un sur un ballon de foot. Voilà, donc alors ça pour le coup, c'est de l'art populaire. Voilà, l'art populaire. Comme je l'apprécie vraiment. C'est-à-dire que quand on en montre un, c'est sympa, mais quand on en a 5 ou 6, tout de suite, on a une meute de chiens psychédéliques et ça me plaît bien. Voilà, voilà. Donc je vais vous montrer le démarrage d'une série. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi je travaille sur le temps long. Réellement, j'ai besoin que ça macère, j'ai besoin que ça sédimente. Donc, une série peut être constituée en plus de 30 ans. La plupart du temps, c'est au minimum 20 ans, mais quand les séries qui me tiennent à cœur et sur lesquelles j'ai toujours continué à travailler, c'est au moins 30 ans. Il y a des séries avec 500 photos, 1000 photos, mais il y a aussi des séries avec 2, 3, 4, 5 photos, parce que c'est des photos extrêmement dures à trouver. Là, j'ai une petite série qui s'intègre dans des séries, dans un corpus un peu plus large. Voilà, donc c'est des petites photos. Voilà, donc c'est des officiers nazis avec des petits bichons. Voilà. Alors je ne sais pas si vous les voyez là. On vous les montrera. Voilà. Là j'en ai 2. Donc je dois en avoir un petit peu plus, mais pas beaucoup plus que ça. Voilà, j'en ai une avec un chat aussi. Et donc ça m'intéressait parce que bah, ça renvoie à la banalité du mal aussi, c'est-à-dire que les officiers nazis aimaient leurs enfants, les officiers nazis aimaient leurs petits chiens. Voilà, mais ils étaient capables des pires cruautés, mais c'est toujours cette ambivalence entre la vie de famille et la vie extérieure. Donc je trouvais que ces images étaient très fortes parce que ça pose la question de qui êtes-vous dans l'intimité et ce qu'on vous permet ou pas de faire. Voilà. Alors, dernière anecdote. Depuis des années, je cherchais une photo. Donc, vous savez très bien que quand on cherche, on ne trouve pas. Je voulais une photo d'amateur, mal cadrée, d'une station-service, Shell. Mais comme la photo est mal cadrée, on ne voit pas le S, et on ne voit que Hell, enfer. H-E-2-L, en anglais, c'est enfer. Et je voulais une photo d'amateur où le S avait été tronqué pour voir le mot enfer. Et bien sûr, je ne la trouve pas. Et je réalise un livre catalogue pour l'expo Tout doit disparaître que j'avais faite après le Covid au 104. Et donc, je trie des photos et j'avais des photos de Las Vegas, des petits carrés color d'ailleurs, des petits carrés Kodak, là, des petits carrés dont on a parlé. Et donc, je commence à numériser tous ces petits carrés représentant des enseignes de Las Vegas.
Et là, en faisant une loupe sur un petit carré, j'avais cette photo, sans le savoir, d'un shell tronqué du S, où on lisait Hell, enfer. Et c'est une photo que j'avais, je sais, depuis plusieurs années, mais sur laquelle je n'avais pas moi-même vu le petit twist de cette photo que je cherchais depuis des années. Donc c'était une photo que j'avais, et c'est par le plus grand des hasards, m'a permis de retomber dessus à l'occasion d'une exposition et de la redécouvrir sous un autre jour.